Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes. Au nom du groupe démocrate, permettez-moi de souligner la satisfaction de voir la 50e déclaration de notre gouvernement dédiée à des sujets européens. Notre hémicycle, on le voit, affiche des positions diverses sur des questions européennes et c'est pour cela, plus que jamais, nous devons en débattre, techniquement, politiquement et surtout régulièrement. J'appelle par ailleurs de mes vœux la tenue des débats réguliers avant les grands conseils européens, comme cela se pratique dans beaucoup d'États membres de l'Union européenne. Mais revenons à notre sujet principal, le bilan français de l'Union européenne. Cette présidence s'est inscrite dans un contexte difficile dû à la pandémie, les défis climatiques et un environnement conditionné par la guerre en Ukraine, sans oublier les préoccupations internes dues à la mise en cause de principes de l'état de droit par certains États membres. Et rappelons ici quand même qu'une présidence doit trouver un équilibre entre les priorités législatives définies en amont et les urgences imposées par l'actualité. La présidence est donc à évaluer par deux côtés, celui du processus et celui des événements. Et quelle que soit l'approche, la présidence française du Conseil de l'Union a été unanimement saluée par nos partenaires. Les deux mots-clés de l'ambition française, l'autonomie stratégique et souveraineté européenne. Et dans un contexte national et international chargé, la France a su porter pour de nombreux sujets une voix forte pour l'Union européenne et ses citoyennes. Et peut-être devait-on de temps en temps se rendre compte qu'est-ce que ça veut dire 27 États membres parlant 24 langues différentes autour d'une table et devant arriver à un résultat. Et des résultats, ils sont là. Parce que pour certains, le mot compromis n'est pas égal à compromission, mais c'est la meilleure voie, c'est le pragmatisme pour arriver à vivre mieux ensemble. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. Et l'Union européenne, justement, a été replacée au cœur de nos préoccupations, sortir de temps en temps aussi un peu de notre autocentrisme national, et ça vaut pour tous les États membres, pour aller de l'avant, parce que parfois, c'est quand même une certaine échelle qui est gage de résultats, justement. Il y a des choses que nous ne pouvons plus assumer seuls au niveau national, comme d'ailleurs à l'intérieur d'un pays, une région ne peut pas agir tout seul à l'intérieur d'un pays. Alors, ainsi, nous nous félicitons aussi, nous, le groupe démocrate, que sous l'égide de la France, de nombreuses sanctions contre la Russie ont été adoptées avec des mesures pour soutenir l'Ukraine. Parce que qu'est-ce qui se passe aussi en Ukraine? Ils se battent pour notre liberté à nous, pour notre manière de vivre. Parce que qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec l'Union européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale? De créer un espace de droit pour que plus jamais le pouvoir prenne le pas sur le droit. Or, ce que Poutine est en train de faire, le pouvoir doit prendre le pas sur le droit. Et ça, nous ne devons pas le laisser faire. Alors nous saluons également l'accord du statut de candidat à l'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie dans ce moment si tragique des histoires. Ces possibles élargissements doivent bien sûr se faire de manière mûrement réfléchie. On ne saurait se précipiter dans un processus d'adhésion qui, s'il n'est pas réalisé de manière concertée, risque de pénaliser l'Union, ses pays membres et les nouveaux entrants. Mais la nature, justement, a horreur de vide. Et si on laisse cet espace dans notre voisinage à d'autres, eh bien la Chine et la Russie, ils vont être là. Et ces pays ne vont pas être arrimés à notre espace de droit. Alors, grâce à ces actions, la France démontre que le triptyque relance, puissance, appartenance n'était pas qu'une promesse vaine ou un slogan, mais un véritable projet politique. Mais Madame la Ministre, j'aimerais attirer votre attention quand même sur deux sujets majeurs de l'axe autonomie stratégique qui soulèvent quelques questions. Le volet sécurité et de défense ainsi que la question énergétique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie nous a rappelé à quel point nous devons rester unis et défendre nos valeurs démocratiques dans un monde de plus en plus fragile, fractionné et polarisé. Nous devons poursuivre les efforts de nous engager dans la voie de l'approfondissement de la défense européenne. Les querelles qui, à 70 ans, avaient empêché l'émergence d'une communauté européenne de défense n'ont plus lieu d'être.
une réelle volonté politique devient indispensable. La crise en Ukraine a agi à la fois comme un déclencheur et comme un catalyseur pour la défense européenne. Une stratégie commune se fait jour avec une accélération de la mise en place d'une force d'intervention, mais aussi dans la priorisation de sujets de recherche pour les infrastructures de défense. Mais il reste néanmoins vrai qu'on a une fragmentation de nos systèmes d'armement 176 qui constitue un véritable challenge dont nous devons être conscients. Force de ce constat, la boussole stratégique tente d'inverser cette tendance. Afin de développer l'autonomie stratégique et les capacités de l'Union européenne, la boussole stratégique a été adoptée lors du Conseil européen de mars, exactement un mois après le début de la crise d'Ukraine. Et elle repose sur 4 piliers: agir, investir, collaborer et sécuriser. Et elle fixe pour les 10 prochaines années les ambitions de l'Union européenne en termes de sécurité et de défense et liste des projets à mener pour y répondre. Cependant, la mobilisation de moyens et de forces opérationnelles ne peut être la seule réponse européenne à la crise en Ukraine. Le 30 et 31 mai, le Conseil européen a ainsi demandé de cartographier et d'analyser la capacité de production des pays européens, notamment dans le domaine de la défense. Prendre ce tournant industriel, c'est à terme diminuer d'une manière significative l'achat des armes fabriquées à l'extérieur de l'Union. Mais il y a l'ambivalence de certains États membres sur les questions stratégiques et la volonté déjà annoncée de reconstituer les stocks et capacités opérationnelles avec des équipements américains disponibles immédiatement et interopérables. Madame la ministre, il est impératif que nous soutenions la BITD française et européenne. Et à ce titre, la récente proposition de la Commission européenne d'achat capacitaire commun auprès des entreprises européennes va dans le bon sens. La question énergétique a également fortement marqué l'agenda de la présidence française afin de bâtir une politique d'indépendance et d'autonomie sur le plan énergétique, conciliable avec le respect de l'environnement. Cette question est plus que jamais d'actualité et elle concerne également notre pouvoir d'achat, comme l'urgence climatique. Le 27 juin, les États membres ont d'ailleurs convenu d'un objectif contraignant de 40% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique européen d'ici à 2030. C'est un grand pas pour le respect de l'environnement, mais aussi pour la réduction de la dépendance aux hydrocarbures russes. L'Union européenne montre quand il est nécessaire vraiment sa réactivité. On l'a vu il y a 2 jours avec la signature d'un accord de réduction de 15% de l'utilisation de gaz dans les 8 mois. Si cette réduction est seulement incitative, elle deviendra obligatoire en cas de pénurie. Cet accord est le fruit d'un large consensus dans l'Union européenne, puisque seule la Hongrie s'y est opposée. La mise en œuvre nécessite cependant, comme pour les questions de sécurité et de défense, l'adhésion de nos opinions publiques. Or, l'Union européenne est un espace de 27 démocraties, 27 opinions publiques différentes et l'existence de convictions et valeurs partagées est indispensable pour atteindre ces objectifs, les objectifs fixés. Alors permettez-moi, dans ce contexte, de souligner le rôle qu'a pu jouer la dimension parlementaire de la présidence française. Parce que contrairement à ce que disaient certains orateurs précédents, le Parlement français a joué son rôle lors de la présidence française de l'Union. Si, chers collègues, il fallait simplement s'y intéresser, être présent, regarder un peu les travaux de la Commission des affaires européennes qui existent bel et bien dans cet hémicycle. D'ailleurs, on aurait bien aimé de voir les bancs un peu plus fournis quand il s'agit de questions européennes. Or, comme à l'habitude, les bancs sont vides quand on parle de ça. Et après, il ne faut pas s'étonner quand l'exécutif nous oppose, le Parlement ne s'intéresse pas aux questions européennes. Alors c'est à nous d'être là pour pouvoir discuter justement à l'exécutif et affirmer le rôle du Parlement.
Alors, les 4 et 5 mars dernier, en tant qu'à l'époque président de la Commission des Affaires européennes, avec mon homologue Jean-François Rapin au Sénat, nous avons réuni près de 200 parlementaires de toute l'Union européenne dans cet hémicycle. Et cette réunion de la conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'Union, à laquelle participent des membres des commissions des affaires européennes, des parlements nationaux et des députés européens, a été l'occasion pour nous aussi, en tant que parlementaires nationaux, d'affirmer solidairement notre soutien à l'Ukraine. Et nous l'avons fait par une déclaration co-signée par les présidents des délégations parlementaires de tous les États membres et des 6 pays candidats à l'entrée dans l'Union aux voisins, comme l'Albanie, la Suisse, Islande, Norvège, Andorre et la Géorgie. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Pour la première fois, 2 groupes de travail se sont constitués, l'un sur l'état de droit, l'autre justement sur le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel de l'Union européenne. Et j'ai eu l'honneur de présider le premier, Jean-François Rapin, le deuxième groupe, et des propositions concrètes ont pu être formulées. À titre d'exemple, nous souhaitons la création d'une conférence européenne sur l'état des droits qui se réunira chaque année pour débattre du contenu à donner à ce concept et permettra de compléter sa définition. Il s'agit de développer une véritable culture de l'état de droit dans l'Union européenne. Autre proposition qui avait émergé aussi, un genre de carton vert pour donner une initiative législative aussi aux parlements nationaux. Tout ça, nous versons à discussion. À l'heure où les démocraties illibérales progressent dans et hors de nos frontières, nous devons renforcer le sentiment d'appartenance à des valeurs communes. Aussi, je crois à la force des valeurs qui nous unissent. Je crois à la démocratie et à l'état de droit. Et attention, il ne faut pas faire une confusion entre démocratie et l'état de droit. Vous pouvez être dans une démocratie qui élit librement ses représentants sans pour autant être dans un état de droit. Mais vous n'êtes pas dans un état de droit sans être en démocratie. Alors, avec nos collègues parlementaires français et européens, nous avons essayé d'insuffler cette dynamique tout au long de la dernière législature et nous continuerons dans les 5 ans à venir. L'Union vit au travers de toutes les instances démocratiques qui la composent. Je sais combien parmi ces bancs, certaines veulent s'y opposer, la censurer, voire la quitter. Le groupe démocrate est profondément européen dans son identité, mais nous sommes également conscients que le projet européen doit évoluer. Et la conférence sur l'avenir de l'Europe, lancée sous impulsion française, avec des conclusions présentées sous présidence française, a été lancée dans cet objectif. La suite qui sera donnée, Madame la Ministre, aux propositions résultant des travaux de la conférence conditionnera la confiance accordée à notre volonté politique de progresser dans l'adaptation des politiques européennes au monde qui évolue. Et chaque décision à l'échelon européen a des répercussions nationales et locales, parce qu'in fine, toute politique, quelle qu'elle soit, est une politique locale. Elle doit arriver sur le terrain. Et nous devons le démontrer sans cesse. Et ce n'est pas seulement une responsabilité de nos exécutifs ou de nos députés européens, mais également la responsabilité de nous, parlementaires nationaux. La souveraineté européenne a gagné du terrain sous présidence française. Le conflit sur le sol européen en démontre tous les jours la nécessité d'action et d'unité. Et dans notre propre intérêt, nous devons poursuivre dans cette voie. Je vous remercie.